vous êtes en état d'arrestation pour usurpation de fonction, a annoncé mon frère à toute la salle alors même que mon véritable insigne militaire était suspendu à mon cou. Il n'avait aucune idée de qui j'étais vraiment. Mon frère m'a arrêté en plein milieu du dîner dominical chez notre grand-mère. Menottes, lecture de mes droits, toute la panoplie. Il est le chef de la police municipale de notre ville natale, et il s'était convaincu que j'étais une sorte d'usurpateur se faisant passer pour un agent de l'État pour monter une arnaque. Il avait un dossier entier de preuves et tout. Il a même appelé des renforts pour sécuriser le périmètre comme si j'étais un dangereux fugitif. Imaginez la scène. Je suis assis là, une fourchette à la main, en train de manger du bœuf bourguignon, quand mon propre sang annonce à toute la famille que je vis dans le mensonge depuis près de 2 décennies. Ma mère se met à pleurer. Mon oncle hoche la tête comme s'il avait toujours tout su. Mes cousins me dévisagent comme si une deuxième tête venait de me pousser. Et Alexandre, mon frère, il est là, debout dans son uniforme impeccable de chef de la police, avec ce regard suffisant sur le visage, comme s'il venait de résoudre le crime du siècle. Voici ce qu'il ne savait pas. Je suis en réalité un général de division dans le renseignement militaire. Pas un capitaine, pas un commandant, un général. Le genre qui a des habilitations de sécurité si élevées que la plupart des membres du Parlement ne savent même pas sur quoi je travaille. Lorsque ma balise de détresse s'est déclenchée, une équipe d'intervention de la DGSI a été dépêchée depuis la base militaire de Villacoublay, avec mon supérieur hiérarchique à sa tête. Voir le visage de mon frère quand le général de division Marc Delannoy est sorti d'un SUV du gouvernement en grand uniforme, s'est approché de moi menotté, et m'a fait un salut impeccable en m'appelant mon général Dubois, valait chaque seconde d'humiliation. Chaque seconde de ces menottes en métal froid me cisaillant les poignets. Les 17 années de dysfonctionnement familial qui ont mené à ce moment. Mais je m'emballe. Laissez-moi vous expliquer tout depuis le début, parce que l'histoire d'un chef de la police qui arrête son propre frère au dîner du dimanche est bien plus compliquée qu'il n'y paraît. Je m'appelle Camille, 37 ans. Je suis militaire d'actif depuis 19 ans. Je travaille actuellement à un niveau que je ne peux littéralement pas discuter en détail. Disons simplement que mon travail implique beaucoup de briefings classifiés et de planification stratégique qui ennuieraient la plupart des gens à mourir, mais qui, occasionnellement, assurent le bon fonctionnement du pays. Je vis en banlieue parisienne dans une résidence sécurisée qui n'apparaît pas sur Google Maps. Et la dernière fois que j'ai mis les pieds dans ma ville natale de Bayeux, en Normandie, c'était il y a 7 ans pour les funérailles de mon père. Mon frère Alexandre a 40 ans et il y est chef de la police municipale depuis 3 ans. Avant ça, il a gravi les échelons, de simple agent à sergent, puis chef adjoint, sur une période de 15 ans. C'est l'enfant prodige. Il l'a toujours été. Il est resté près de la maison. A épousé son amour de lycée, Sophie, entraîne l'équipe de football des jeunes chaque été, siège au conseil municipal, fait du bénévolat pour les collectes de fonds des pompiers. Toute l'histoire de la réussite dans une petite ville qui rend les mères fières. Pendant ce temps, je suis celui qui a abandonné la famille en m'engageant dans l'armée de terre juste après le lycée au lieu d'aller dans un IUT comme Alexandre. Peu importe que j'ai servi dans 3 zones de combat. Peu importe que j'ai reçu 2 croix de la valeur militaire et une médaille des blessés de guerre. Peu importe que j'ai dédié toute ma vie d'adulte à protéger ce pays, y compris la petite ville d'où je viens. Notre relation a toujours été compliquée. Et par compliquée, je veux dire toxique au possible. Quand nous étions enfants, j'étais celui que papa appelait le stratège parce que j'étais bon au puzzle et à la planification. Toujours 3 coups d'avance. Alexandre était le rock parce qu'il était physiquement fort, fiable, le genre de gars qui pouvait réparer un moteur de voiture ou construire une terrasse sans transpirer. Je n'ai réalisé que bien plus tard à quel point cette distinction lui avait retourné le cerveau. Vous voyez, Alexandre avait besoin d'être le meilleur en tout. Quand j'étais au tableau d'honneur à l'école, il passait des semaines à dire que les notes n'avaient pas d'importance dans le monde réel. Quand j'ai été accepté à l'université de Caen avec une bourse partielle, il faisait des commentaires sur le fait que les garçons qui font des études finissent par travailler pour des hommes d'expérience. Quand je me suis engagé et que j'ai commencé à monter en grade, il riait et disait que je ne faisais que recevoir des ordres alors que lui prenait de vraies décisions en tant que policier. Le fait est que papa nous aimait tous les deux, mais il voyait des forces différentes en nous, et Alexandre ne pouvait pas supporter l'idée que son jeune frère puisse être meilleur à quelque chose, n'importe quoi, que lui. Après la mort de papa, la distance entre nous est devenue permanente. J'ai pris une permission de 24 heures pour les funérailles, je suis arrivé dans mon uniforme de cérémonie,
J'ai présenté mes respects et je suis parti le lendemain matin avant que quiconque ne se réveille. Ma mère m'a fait comprendre que je dérangeais. Je n'avais pas été là à la fin comme Alexandre, donc mon chagrin était en quelque sorte moins valable. C'était la dernière fois que nous nous sommes parlé en personne jusqu'à ce que la lettre arrive. C'était un mardi après-midi vers 15h15 quand la lettre a atterri sur mon bureau. Du courrier physique, du papier à lettres bleu pâle, l'écriture en boucle de ma mère. Elle avait passé environ 4 niveaux de contrôle de sécurité pour m'atteindre, ce qui devrait vous donner une idée de l'endroit où je travaille. La lettre était un chef-d'œuvre de culpabilisation. Elle racontait combien la famille me manquait, comment Alexandre faisait des choses merveilleuses en tant que chef de la police, comment grand-mère vieillissait et voulait me voir. Le coup de grâce était la dernière ligne, nous organisons un dîner de famille chez ta grand-mère ce dimanche, à 18h. Ça fait trop longtemps, Camille. Il est temps de rentrer à la maison. Je suis resté là à la lire 3 fois, et mon instinct me disait que quelque chose n'allait pas. Ma mère ne fait pas dans les invitations décontractées. Tout avec elle est stratégique, une façon de réaffirmer la hiérarchie familiale avec Alexandre au sommet et moi comme l'absence décevante. Mais voilà. J'en avais assez d'éviter ça. Pas parce que je voulais encore leur approbation. J'avais renoncé à ça il y a des années. Je voulais juste leur faire face en tant que l'homme que j'étais devenu, pas le gamin dont ils se souvenaient. Clore le chapitre une bonne fois pour toutes. J'ai demandé une permission de 48 heures. Mon supérieur, le général Marc Delannoy, l'a approuvé en moins de 5 minutes avec une note, la famille, c'est important. Sois prudent, Dubois. Appelle si tu as besoin de quoi que ce soit. Ce message s'avérerait plus prophétique que nous ne l'imaginions. Le trajet jusqu'à Bayeux a duré environ 2h30. Je suis parti à 15h30 le dimanche pour arriver pile à 18h. À mesure que je me rapprochais, le paysage passait de l'étalement urbain de la région parisienne aux collines verdoyantes de la Normandie et aux vieilles fermes. Chaque kilomètre me donnait l'impression de remonter le temps de ma propre histoire. Je suis arrivé en ville à 17h47. La rue principale était exactement la même. Même quincaillerie, même restaurant, tout pareil. Ce qui était nouveau, c'était la voiture de police noire et blanche rutilante garée devant la mairie avec chef de la police, Alexandre Dubois blasonné en lettres d'or sur la portière. Ce n'était pas juste un véhicule. C'était un trône sur roues. J'ai garé ma berline à quelques maisons de chez ma grand-mère à 17h54. Je suis resté assis là 1 minute, pour me remettre les idées en place. Puis j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Une berline sombre que je ne reconnaissais pas, garée 2 maisons plus loin. Moteur éteint, vitres teintées, et une autre silhouette près du coin, partiellement cachée par une haie. Mon entraînement a pris le dessus immédiatement. Ce ne sont pas des voisins qui se promènent. C'est un périmètre. Quelqu'un surveillait la maison. J'en ai pris note mentalement et je suis sorti de la voiture. Grand-mère a ouvert la porte avant que je puisse frapper. Elle a 80 ans mais elle est toujours aussi vive qu'une aiguille. Elle m'a serré dans ses bras et, ce faisant, m'a chuchoté directement à l'oreille, « Je suis si contente que tu sois venue, Camille, mais sois prudent. Ton frère a préparé ça. Il pense qu'il a trouvé quelque chose. Ne le laisse pas t'atteindre. » Puis elle s'est reculée avec un grand sourire pour quiconque regardait et a dit à voix haute, « Entre, entre. » Tout le monde t'attendait. Le salon était bondé. Maman a été la première à me voir, et son sourire n'atteignait pas ses yeux. « Camille, tu as pu venir. On commençait à croire que tu nous avais oubliés. » Puis Alexandre s'est levé du vieux fauteuil de papa. Il se l'était approprié, apparemment. Il doit faire dans les 1m88 maintenant. Ou peut-être qu'il se tient juste de cette façon. Sa poignée de main était agressive. Une démonstration de domination. « Petit frère, dit-il avec un sourire en coin. Tu as décidé de nous honorer de ta présence, hein? Quelque chose comme ça, ai-je répondu en retirant ma main. Mon oncle Robert m'a fait un signe de tête sec. Toujours à jouer aux soldats. Ma cousine Maya m'a offert un sourire timide, mais a détourné le regard quand maman l'a fusillé du regard. Le message était clair. J'étais seul. Le dîner était une guerre psychologique déguisée en bœuf bourguignon. Le plan de table disait tout. Alexandre était assis en bout de table. La place de papa. Maman était assise à sa droite. Grand-mère était à l'autre bout. J'étais à mi-chemin sur le côté, comme un parent éloigné que personne ne voulait vraiment voir.
La conversation était un éloge non-stop d'Alexandre. Alexandre, raconte à Camille les nouvelles voitures de patrouille que tu as obtenues pour le service. Raconte-lui cet événement caritatif que tu as organisé, mon fils. Le maire a dit des choses si merveilleuses sur toi à la réunion du conseil municipal. Alexandre savourait tout cela avec une fausse modestie, racontant ses accomplissements comme s'il était en campagne électorale. Je continuais simplement à manger, offrant occasionnellement un c'est super ou tant mieux pour toi. Mes non-réactions le rendaient clairement fou. Il voulait que je devienne défensif, que je me dispute, que je montre une faiblesse. Je n'allais pas lui donner cette satisfaction. Puis maman s'est tournée vers ma cousine Maya et a dit « Ça doit être intéressant ce que tu fais, Camille. » Tous ces voyages. Avant que je puisse répondre, maman a coupé court. « Oh, Maya, ne te donne pas la peine de demander. Il ne te dira rien. C'est un grand secret. Pas comme Alexandre, qui partage tout avec sa famille. » Le silence qui a suivi était assez lourd pour faire s'effondrer la table. Grand-mère a lancé à maman un regard qui aurait pu faire fondre de l'acier, mais le mal était fait. Par la fenêtre de la salle à manger, j'ai aperçu un mouvement. Une silhouette se détachant des ombres de l'autre côté de la rue, près d'un chêne. Puis j'en ai repéré une autre près du coin. Deux d'entre eux, positionnés comme s'ils mettaient en place un périmètre. Ce n'était pas juste un dîner. C'était une opération. « Excusez-moi, dis-je en repoussant ma chaise. J'ai besoin de prendre l'air. » Maman a froncé les sourcils. « Camille, nous sommes en plein dîner. Ne sois pas impoli. » Juste un instant, dis-je, mon ton ne laissant aucune place à la discussion. Dehors, je me suis étiré nonchalamment comme pour soulager une crampe due au trajet. Ce faisant, j'ai balayé la rue du regard. La berline sombre était toujours là, et je pouvais maintenant confirmer la présence de deux officiers en position, jeunes, nerveux, clairement les adjoints d'Alexandre. Ils n'essayaient pas d'être invisibles, juste assez discrets. Mon frère avait établi un périmètre autour de la maison de grand-mère. Ce n'était plus un drame familial. C'était des ressources officielles utilisées pour une vendetta personnelle. Je suis retourné à l'intérieur à 18h23. Mon visage soigneusement neutre. En m'asseyant, maman m'a fixé d'un regard. « Tu es toujours si secret, Camille. Tu disparais pendant des années. On a à peine de tes nouvelles. Ton frère est un livre ouvert. Il sert cette ville. Qu'est-ce que tu fais de si important que tu ne peux même pas le dire à ta propre famille? » C'est compliqué, maman, dis-je doucement. C'est compliqué, a imité Alexandre avec un rire dur. C'est la réponse à tout, n'est-ce pas? Pour les anniversaires manqués, pour les dernières semaines de papa, pour tout ce qui compte. Ça suffit, Alexandre, dit sèchement grand-mère. Mais Alexandre l'a écarté d'un geste de la main. Non, ça ne suffit pas. Pendant des années, nous avons tous accepté le travail mystérieux de Camille, sa vie importante. Nous avons tous fait semblant que c'était normal, que c'était bien qu'il disparaisse et nous laisse ici. Il s'est levé, de toute sa hauteur, jetant une ombre sur la table. Il devait faire au moins un M88 maintenant, et il utilisait chaque centimètre pour intimider. Il a pris un verre de vin et l'a tapoté délibérément avec une cuillère. 3 tintements secs. Le son a traversé la pièce comme un coup de marteau de juge. Tout le monde a arrêté de manger, de parler, de respirer. En fait, dit-il, sa voix baissant à ce ton mesuré et autoritaire qu'il utilisait probablement lors des conférences de presse. Je pense qu'il est temps, grand temps, vraiment, que nous découvrions tous exactement ce que mon petit frère a fait. Parce que je ne me suis pas contenté de me poser des questions, les amis. J'ai fait des recherches sérieuses au cours des 6 derniers mois. J'ai demandé quelques faveurs, posé des questions difficiles, dépensé de l'argent, et ce que j'ai trouvé, eh bien, disons que c'est toute une histoire. Le genre d'histoire qui change tout. Ses yeux se sont verrouillés sur les miens, et je l'ai vu clairement maintenant. La soif de ce moment. Il avait planifié cela depuis des mois, peut-être plus longtemps. Ce n'était pas un dîner de famille. C'était une exécution publique, et il avait invité tout le monde à regarder. C'est là que ça devient intéressant. Alexandre s'est penché et a attrapé un épais dossier en manille que j'avais remarqué plus tôt sur la table d'appoint. Il l'a claqué au centre de la table avec un bruit sourd et dramatique qui a fait sursauter tout le monde. J'ai eu mes doutes, a-t-il commencé, arpentant derrière sa chaise comme un procureur.
Mon frère, le militaire. Travail secret, mission importante. Ne peut pas en parler. Très impressionnant. Mais pas de détails, pas de promotion que nous pourrions célébrer, pas d'histoire, juste des titres de poste vagues qui lui permettent de rester loin de nous. Il a laissé cela en suspens, empoisonnant la pièce. Alors, j'ai fait ce que tout frère inquiet ferait. J'ai engagé un détective privé. Un hoquet collectif a parcouru la table. La main de maman s'est envolée vers sa bouche. Un bond, en plus, a poursuivi Alexandre en ouvrant le dossier. Un type nommé Morvan, je l'ai envoyé à Paris pour enquêter sur la vie de Camille. Et ce qu'il a trouvé est tout ici. Il a commencé à sortir des photos de surveillance, les jetant sur la table, moi entrant dans mon immeuble, moi rencontrant un collègue dans un parc, puis d'autres photos, des boîtes livrées à mon adresse avec des marquages gouvernementaux. Ces boîtes, dit Alexandre en pointant du doigt, contenaient du matériel gouvernemental restreint, de l'électronique de haute technologie, du matériel de communication, des choses qu'un officier légitime aurait sur une base sécurisée, pas dans un appartement civil. Puis il a sorti des papiers. Et voici le clou du spectacle. Mon enquêteur a obtenu des copies de documents de l'appartement de Camille. Des dossiers financiers, des communications cryptées, des briefings de mission. Il en a brandi un. La plupart étaient caviardés avec des lignes noires, mais l'entête indiquait les ministères des Armées, classifiés. J'ai fait vérifier son dossier de service par quelques canaux officieux, a menti Alexandre sans ciller. L'armée n'a aucune trace d'un capitaine Camille Dubois affecté à une unité de renseignement de haut niveau. Un dossier de service de base, bien sûr, mais ensuite tout devient sombre, comme si quelqu'un avait créé une fausse identité. Il s'est penché en avant, les mains à plat sur la table. Vous voyez, mon frère n'est pas un agent secret. C'est un imposteur. Il a utilisé un passé militaire de bas niveau pour acquérir des biens du gouvernement, les vendant probablement sur le marché noir. Il a vécu un mensonge, financé par une fausse gloire. Il m'a regardé avec un sourire triomphant. C'est fini, Camille. Je sais ce que tu es. La pièce était d'un silence de mort. Ma famille, qui m'avait connu toute ma vie, me regardait comme si j'étais un étranger dangereux. Ils n'ont pas remis en question les énormes trous logiques de sa théorie. Ils ont juste vu le chef de la police confiant avec son dossier plein de preuves, et ils l'ont cru. Alors, dit Alexandre, sa voix baissant à un ton officiel. En tant que principal responsable de l'application de la loi de cette commune, il est de mon devoir d'agir. Il a commencé à contourner la table vers moi. Mon cousin assis à côté de moi s'est littéralement recroquevillé, reculant sa chaise comme si j'étais contagieux. Camille Dubois, a annoncé Alexandre. Je vous place en état d'arrestation pour usurpation de fonction d'agent de l'État et vol de biens gouvernementaux. Il était derrière moi maintenant. Je n'ai pas résisté quand il a attrapé mon bras gauche et l'a tiré en arrière. Avez-vous quelque chose à dire pour votre défense, a-t-il demandé, sa voix basse et suffisante près de mon oreille. J'ai tourné légèrement la tête. Es-tu sûr d'avoir l'autorité pour ça, Alexandre? La question l'a pris au dépourvu. Quoi? Ce sont des crimes relevant de l'État, dis-je calmement. Commis par quelqu'un dans l'armée. Cela relèverait du code de justice militaire. L'enquête serait menée par la justice militaire, pas par une police municipale. Tu n'es pas dans ta juridiction, chef. Pendant une fraction de seconde, le doute a vacillé sur son visage, mais son ego l'a écrasé. Ne me fais pas la leçon sur la loi, l'imposteur. Dans le monde réel, c'est moi qui commande. C'est alors qu'il a sorti les menottes. Le premier clic a retenti sur mon poignet gauche à exactement 18h47. Alors qu'il attrapait mon autre bras, ma main droite s'est déplacée vers ma ceinture. Il y a un petit bouton presque invisible cousu dans la couture latérale. Une balise de détresse personnelle. Équipement standard pour les missions d'infiltration profonde. Je l'ai maintenu enfoncé pendant 3 secondes complètes. Une légère vibration contre ma peau a confirmé que le signal avait été envoyé. C'était un appel à l'aide silencieux, transmis à un satellite et acheminé directement à la base de Villacoublay, à 75 km de là. La deuxième menotte s'est refermée à 18h48. Temps de réponse standard pour une alerte d'agent compromis en environnement domestique, 12 à 15 minutes. Alexandre m'a tiré sur mes pieds. Allons-y, dit-il en me poussant vers la porte. Tu pourras tester tes théories juridiques depuis une cellule de prison.
Être conduit à travers la maison de sa grand-mère menottée est une forme particulière d'humiliation. Tous les yeux me suivaient, mais personne ne parlait. Le silence était un verdict. Coupable. Maman se tenait près de la cheminée, les bras enroulés autour d'elle, le visage ne montrant qu'une déception de martyr. Elle voulait une raison pour justifier son récit de moi en tant que fils rebelle, et Alexandre la lui avait offerte sur un plateau d'argent. Oncle Robert secoua lentement la tête. Je savais qu'il n'était pas bon, marmonna-t-il assez fort pour que je l'entende. Maya fixait son assiette, incapable de me regarder. Elle savait que c'était mal, mais elle avait trop peur de s'opposer à l'enfant prodige de la famille. La seule personne qui a croisé mon regard était grand-mère. Elle se tenait près de la porte, les mains jointes. Alors qu'Alexandre me poussait devant elle, ses yeux ont rencontré les miens. J'y ai vu du regret, mais aussi de l'espoir. Elle m'avait prévenu qu'il préparait quelque chose. Maintenant je comprenais. Elle voulait que cela arrive. Elle voulait que son venin soit exposé au grand jour, peu importe à quel point ce serait laid. Ce n'était pas seulement mon combat. C'était le sien aussi. Dehors à 18h52, les deux adjoints que j'avais repérés plus tôt se sont matérialisés depuis les ombres. Des jeunes, peut-être 24 ans, clairement impressionnés par leur chef. « Mettez-le dans la voiture », ordonna Alexandre. Ils ont ouvert la portière arrière de la voiture de patrouille à 18h53. L'un a posé sa main sur ma tête, procédure standard, et m'a guidé sur la banquette arrière. Alexandre s'est penché par la fenêtre ouverte. Tu auras beaucoup de temps pour réfléchir à là où tout a mal tourné. Peut-être que tu apprendras enfin qu'on ne peut pas construire une vie sur des mensonges. L'ironie était suffocante. Il me faisait la morale sur l'honnêteté alors que toute son identité était construite sur le fait d'être le coq du village. J'ai regardé ma montre. 18h54. 10 minutes depuis que j'ai appuyé sur le bouton. Mon cœur était stable. Ma respiration régulière. Dans mon métier, on apprend à attendre. On apprend à faire confiance à son entraînement et à son équipe. L'attente est la partie la plus difficile, mais c'est aussi là que l'on gagne ou que l'on perd. Alexandre pensait qu'il avait déjà gagné. Il n'avait aucune idée que le peloton d'exécution était déjà en route. À 19h, 12 minutes après avoir envoyé le signal, ça a commencé. Pas avec des sirènes, mais avec quelque chose de bien plus intimidant. Le bourdonnement grave et synchronisé de moteurs puissants se déplaçant à grande vitesse. Deux paires de phares ont percé l'obscurité au bout de la rue. Pas de gyrophares, juste des faisceaux blancs perçants. Ce n'étaient pas des voitures de police. C'étaient de grands SUV noirs. Modèles du gouvernement, du genre sans chrome qui semble absorber la lumière. Ils n'ont pas ralenti. Ils ont accéléré, convergeant vers la maison depuis les deux extrémités de la rue dans un mouvement de tenaille parfait. Ils se sont arrêtés dans un crissement de pneus à 19h01, bloquant entièrement la route, leurs phares clouant sur place la voiture d'Alexandre dans une lumière brillante et inéluctable. Alexandre s'est redressé, plissant les yeux. C'est quoi ce bordel? Je n'ai pas appelé de renfort. Les portes se sont ouvertes simultanément. Des hommes en équipement tactique noir en sont sortis, armés de fusils à canon court. Ils se déplaçaient avec une efficacité fluide et terrifiante. Ce n'étaient pas des flics. C'étaient des agents des services de l'État. Ils ont établi un périmètre autour de la maison en quelques secondes, se déplaçant comme un seul organisme. Les deux jeunes adjoints se sont figés, les mains planant près de leurs armes de service. Ils étaient désespérément dépassés. Du SUV de tête, un homme en costume est sorti. Il a marché directement vers Alexandre, ses pas résonnant dans le silence soudain. « Êtes-vous le chef Alexandre Dubois ?» a demandé l'homme, sa voix plate. Alexandre a bombé le torse. « C'est moi. »« Et qui êtes-vous ?»« C'est ma scène de crime. »« Identifiez-vous. » L'homme a présenté une carte professionnelle. « Agent spécial Roland, Direction générale de la sécurité intérieure. » Ce n'est plus votre scène de crime. C'est maintenant une affaire de sécurité nationale. Éloignez-vous du véhicule. Sécurité nationale, s'est moqué Alexandre, bien que l'incertitude se glisse dans sa voix. Ne soyez pas ridicule. J'ai un usurpateur de fonction en détention. C'est une affaire locale sous mon contrôle. Les yeux de l'agent Roland étaient de glace. Vous avez commis une grave erreur, chef. Une très grave erreur.
Il a fait un signe de tête à deux agents qui se sont dirigés vers Alexandre. Ils ne l'ont pas brutalisé. Leur mouvement était propre, clinique. L'un a pris son arme de service de son étui tandis que l'autre guidait ses mains derrière son dos. « Qu'est-ce que vous faites » balbutia Alexandre. « Vous ne pouvez pas faire ça. Je suis le chef de la police. Votre autorité s'arrête là où commence la loi de l'État, » dit Roland calmement, comme s'il expliquait les règles à un enfant. Il s'est approché de la voiture et a ouvert ma portière. Il m'a regardé, puis les menottes, puis s'est tourné vers l'un des adjoints déconcertés. « Donnez-moi la clé. » Le jeune a cherché la clé en tâtonnant, les mains tremblantes. Roland l'a prise, a déverrouillé mes menottes et m'a aidé à sortir. « Monsieur, êtes-vous blessé » a-t-il demandé. « Je vais bien, Roland, dis-je en me frottant les poignets. Nos chemins s'étaient croisés sur une mission conjointe quelques années auparavant. Alexandre regardait, la mâchoire pendante. La vue d'un agent de haut rang me traitant avec déférence, m'appelant monsieur, avait court-circuité son cerveau. Mais le vrai tremblement de terre était sur le point de se produire. La portière arrière du SUV de tête s'est ouverte à 19h03. L'homme qui en est sorti avait la fin de la cinquantaine, grand et large d'épaules, avec des cheveux argentés. Il portait l'uniforme de cérémonie d'un général de l'armée de terre française. Sur sa poitrine, une constellation de rubans et de médailles. Sur ses épaules, 2 étoiles d'argent. Le général de division Marc Delannoy, mon supérieur hiérarchique, un homme qui rend compte directement au chef d'état-major des armées. Il a passé les agents tactiques d'un pas martial, ses bottes claquant sur l'asphalte. Il n'a pas regardé Alexandre, les adjoints, ou les voisins qui regardaient maintenant par les fenêtres. Ses yeux étaient fixés sur moi. Il s'est arrêté à 2 pas de moi et a levé la main dans un salut impeccable et sec. « Mon général Dubois » dit-il, sa voix un baryton grave et puissant qui portait une autorité absolue. « Nous avons reçu votre signal. Êtes-vous en sécurité ?» Le titre a résonné dans l'air comme l'explosion d'une bombe. « Mon général Dubois ». L'agent Roland et les autres agents se sont mis au garde à vous. Les 2 jeunes adjoints semblaient sur le point de s'évanouir, et Alexandre, mon frère, le tout-puissant chef de la police, son visage s'est effondré. L'arrogance, le triomphe, la certitude, tout s'est évaporé, remplacé par une confusion pâle et maladive. Le frère qui l'avait arrêté comme un imposteur était un général de division dans le renseignement militaire. Dans la hiérarchie rigide qu'Alexandre vénérait, je le surpassais d'une mesure qu'il ne pouvait même pas concevoir. Le général Delannoy a baissé son salut. « Roland » dit-il sans me quitter des yeux. « Rapport. »« Sujet sécurisé, mon général » répondit Roland. L'officier local a été neutralisé. Il a été identifié comme étant le frère du sujet. Delannoy s'est finalement tourné vers Alexandre, son regard portant le poids d'une avalanche. « Chef » dit-il, le titre dégoulinant de mépris. « Vous êtes en violation d'au moins une douzaine de lois nationales et d'articles du Code de justice militaire. Détention illégale d'un officier supérieur. Ingérence avec un actif de la sécurité nationale, conspiration, manipulation délibérée d'informations classifiées. » La liste est longue. Il a fait un geste vers les agents. Il est par la présente relevé de ses fonctions et placé en garde à vue. Il ne doit pas quitter la commune en attendant une enquête complète. Sortez-le de ma vue. Les agents ont commencé à emmener Alexandre. Il a finalement retrouvé sa voix. Un couinement pathétique. Mais je ne savais pas. C'est mon frère. Je pensais qu'il mentait. J'essayais de protéger ma ville. Delannoy s'est approché de lui, sa voix baissant à un murmure mortel. L'ignorance n'est pas une défense. Vous avez laissé votre jalousie mesquine et votre ego de petite ville mettre en danger un homme qui a sacrifié plus pour ce pays que vous ne pourriez jamais l'imaginer. Vous n'avez pas seulement arrêté votre frère ce soir. Vous avez commis un suicide professionnel. Ils l'ont poussé à l'arrière d'un SUV. Alors que la porte claquait à 19h06, ses yeux ont rencontré les miens à travers la vitre. Pour la première fois de ma vie, j'y ai vu une peur authentique. Avec le départ d'Alexandre, un calme étrange s'est installé sur la scène. Les agents tactiques maintenaient leur périmètre. À l'intérieur de la maison, la famille s'était rassemblée aux fenêtres, les visages pressés contre la vitre. Delannoy s'est tourné vers moi. « Allons à l'intérieur. Nous devons sécuriser tout matériel compromis. » Alors que nous montions les marches du Porsche à 19h08, la porte d'entrée s'est ouverte.
Maman se tenait là, le visage livide. Elle a regardé les étoiles sur les épaules de Delannoy, puis moi. Marc, a-t-elle murmuré. Elle l'avait connu des années auparavant, quand lui et papa servaient ensemble. Éléonore, dit Delannoy, son ton professionnel mais froid. Ça fait longtemps. J'aurais aimé que ce soit dans de meilleures circonstances. Qu'est-ce qui se passe, a-t-elle plaidé. Alexandre a fait une erreur. Il n'a pas compris. Vous devez leur dire de le laisser partir. Votre fils, Alexandre, la corrigea sèchement Delannoy, est une honte pour l'insigne qu'il porte. Il a obtenu illégalement des renseignements classifiés, les a introduits dans une demeure non sécurisée et les a utilisés pour détenir illégalement un officier général. Son erreur sera examinée par un procureur de la République. Maman a tressailli comme si elle avait été giflée. Mais tu connaissais Richard. Tu connaissais notre famille. Il voudrait que tu protèges Alexandre. Je connaissais Richard, la coupa Delannoy. Et il aurait honte. Honte que l'un de ses fils ait laissé l'envie le ronger de l'intérieur. L'agent Roland et 2 autres nous ont frôlés pour entrer dans la salle à manger. Je les ai entendus récupérer les photos et les documents. Des preuves, maintenant, dans une affaire d'État. Maman m'a regardé, ses yeux se remplissant d'une confusion désespérée qui s'est rapidement transformée en blâme. Un général? Tu es un général? Pourquoi ne nous l'as-tu pas dit? Tu as laissé faire ça. Tu aurais pu arrêter ça. L'accusation était d'une injustice à couper le souffle. Même maintenant, même après tout, c'était de ma faute. Pas celle d'Alexandre pour avoir organisé une arrestation illégale, mais la mienne pour ne pas avoir mieux géré sa jalousie. J'ai pris une profonde inspiration. L'air frais de la nuit était comme la première bouffée d'air pur que je prenais depuis des années. Pourquoi je ne vous l'ai pas dit, ai-je répété sa question doucement. Parce que vous n'avez jamais demandé. Pas vraiment. Bien sûr que si. J'ai levé une main. Non. Vous avez demandé pourquoi je n'étais pas à la maison pour Noël. Vous avez demandé pourquoi je ne pouvais pas avoir un travail normal. Vous avez demandé pourquoi je ne pouvais pas être plus comme Alexandre. Vous ne m'avez jamais regardé une seule fois en demandant, « Camille, qui es-tu? Qu'est-ce qui te motive? Es-tu heureux? » Vous n'avez jamais posé de questions sur moi. Vous vous êtes seulement plaint de celui que je n'étais pas, je me suis approché. Ma vie est classifiée parce qu'elle doit l'être. Le travail que je fais protège les gens, protège ce pays, protège cette famille. Que vous l'appréciez ou non. Pour le faire, je dois être un fantôme. J'ai accepté cela. Mais je n'aurais jamais pensé que ma propre famille essaierait de me mettre dans une tombe. Des larmes ont rempli ses yeux. Mais c'étaient des larmes d'apitoiement. Nous t'aimons, Camille. Non, dis-je fermement. Vous aimez l'idée de moi, la version qui s'intègre dans votre vie, le fils prodigue que vous pourriez un jour accueillir à la maison. Vous n'avez jamais vu l'homme qui se tient devant vous. Ce soir l'a prouvé. J'ai regardé grand-mère, debout seule près de la porte. Je lui ai fait un petit signe de tête triste. Elle a hoché la tête en retour, une compréhension silencieuse passant entre nous. Le général Delannoy a raison, dis-je en me retournant vers maman. Papa aurait honte. Pas de moi. De ce que cette famille est devenue. Je suis parti à 19h14, descendant les marches du porche vers le SUV qui attendait, où Delannoy m'attendait. Je n'ai pas regardé en arrière. La porte s'est refermée, me scellant dans l'intérieur silencieux. Ça va, Camille? Demanda Delannoy, sa voix plus douce maintenant. Ça ira, dis-je, regardant la petite maison bleue s'éloigner dans le rétroviseur jusqu'à ce qu'elle ne soit plus qu'une autre lumière dans l'obscurité. Mise à jour. 8 mois plus tard. Les suites judiciaires ont été rapides et brutales, comme regarder un tsunami détruire un château de sable. L'affaire d'Alexandre a été traitée en urgence par le système judiciaire avec une vitesse qui aurait impressionné quiconque connaît la lenteur habituelle de la justice. Son titre de chef de la police ne l'a pas aidé. En fait, cela a tout aggravé de manière exponentielle. Il était un officier de la loi qu'il avait délibérément et volontairement enfreinte pour des raisons personnelles. Et la procureure affectée à l'affaire, une femme au regard perçant nommée Élise Reynaud, qui avait la réputation d'être absolument impitoyable avec les fonctionnaires corrompus, était déterminée à en faire un exemple. Son équipe de défense a tout essayé. Ils ont déposé des requêtes pour que l'affaire soit transférée à un tribunal local,
arguant qu'il s'agissait essentiellement d'un différend familial qui avait mal tourné et devait être traité au niveau régional, requête rejetée en 48 heures. Ils ont soutenu qu'Alexandre agissait de bonne foi sur la base des informations fournies by son enquêteur, qu'il croyait sincèrement dénoncer un criminel. Reynaud a absolument démoli cet argument lors d'une audience préliminaire en présentant des années de vérification d'antécédents non autorisés qu'Alexandre avait effectués sur moi via les fichiers de police, prouvant un schéma inquiétant de harcèlement obsessionnel et de surveillance qui remontait presque au jour où il était devenu chef. Elle a montré au juge des requêtes de recherche comme Camille Dubois dossier militaire, Camille Dubois vérification habilitation sécurité, et Camille Dubois vérification emploi qu'Alexandre avait lancé des dizaines de fois en utilisant les ressources du commissariat. Les eurodatages montraient qu'il m'avait surveillé au moins 2 fois par mois pendant 3 années complètes. Ce n'était pas de l'inquiétude, c'était de l'obsession. Je n'ai pas été tenu de témoigner en audience publique pour des raisons de sécurité. Au lieu de cela, j'ai donné mon témoignage dans une déposition sous scellé dans une installation militaire sécurisée, avec le général Delannoy et 2 avocats du corps des commissaires des armées présents pour s'assurer qu'aucune information classifiée n'était compromise. La déposition a duré 4 heures. J'ai exposé les faits clairement et sans émotion, l'invitation à dîner, l'arrestation, les soi-disant preuves présentées par Alexandre, les menottes, l'intervention des services de l'État. Je n'ai pas fait de commentaires. Je n'ai pas parlé des rivalités d'enfance, de la jalousie fraternelle ou du dysfonctionnement familial. Les faits bruts étaient suffisamment accablants en eux-mêmes. Mais voici où ça devient intéressant. Le témoin clé qui a absolument enterré Alexandre n'était pas moi, ni Delannoy, ni même les agents de la DGSI. C'était Morvan, le détective privé qu'Alexandre avait engagé pour fouiller dans ma vie. Il s'est avéré que Morvan avait ses propres ennuis judiciaires pour des pratiques douteuses dans d'autres affaires, et les autorités lui ont offert un accord qu'il ne pouvait pas refuser, un témoignage complet en échange de charges réduites sur ses propres activités. Quand Morvan s'est présenté à la barre le 2e jour du procès, la salle d'audience était comble. Des journalistes locaux, des fonctionnaires, et même quelques personnes de Bayeux, qui voulaient voir comment leur chef de police bien-aimé s'en sortirait. Morvan avait l'air d'un homme qui n'avait pas dormi depuis des semaines, ce qui était probablement le cas. L'interrogatoire de la procureure Reynaud était chirurgical. Monsieur Morvan, a-t-elle commencé, après avoir acquis les documents et photographies de la résidence du général Dubois, quelle a été votre évaluation professionnelle? Morvan s'est agité sur son siège, ajustant nerveusement sa cravate. C'était un enquêteur chevronné avec 20 ans d'expérience, et cela se voyait dans chaque mot. Ils étaient authentiques, dit-il clairement, sa voix portant à travers la salle d'audience silencieuse. Des documents de renseignement militaire authentiquement classifiés. Je suis détective privé depuis 2 décennies. On voit beaucoup de fausses accréditations, beaucoup de wannabe qui jouent à se déguiser. Ce n'était pas ça. C'était du sérieux. Du haut niveau, légitime, des choses dangereuses. Le genre de matériel qui envoie les gens en prison de haute sécurité pour très longtemps. Et avez-vous communiqué cette évaluation à votre client, le chef Alexandre Dubois? Je l'ai fait, a affirmé fermement Morvan. Je l'ai appelé le soir même où j'ai terminé mon analyse. Il était environ 21h un jeudi. Je m'en souviens parce que ma femme était contrariée que je travaille encore tard. Que lui avez-vous dit exactement? Morvan a pris une profonde inspiration. J'ai dit, Alexandre, ce n'est pas ce que tu crois. Ce ne sont pas de faux documents. C'est du vrai renseignement classifié. Ton frère est un vrai de vrai. Tu dois abandonner cette enquête immédiatement. Brûle ces dossiers. Fais comme si cette conversation n'avait jamais eu lieu ou tu vas t'attirer un monde de problèmes et probablement détruire ta carrière au passage. La salle d'audience était d'un silence de mort. Et quelle a été la réponse du chef Dubois à votre avertissement? L'expression de Morvan s'est assombrie de frustration rétrospective. Il s'est moqué de moi. Il a littéralement ri. Puis il m'a traité de lâche et a dit que je n'avais pas l'estomac pour le vrai travail de police. Il a dit, et je cite parce que je l'ai noté après coup. Il a dit, je vais devenir un héros, Morvan. Je vais démasquer la plus grande fraude de l'histoire de cette région. Tu liras mon nom dans les journaux, et tu regretteras de ne pas avoir eu le courage d'aller jusqu'au bout. Reynaud a laissé cela planer dans l'air un long moment. Donc, pour être absolument clair, vous avez explicitement averti le chef Dubois que poursuivre cette affaire pourrait avoir de graves conséquences juridiques. Plusieurs fois, a confirmé Morvan. Je l'ai appelé 3 fois distinctes pour essayer de le convaincre d'abandonner. Le dernier appel,
je lui ai dit que je ne voulais plus rien avoir à faire avec l'enquête et que je m'en lavais les mains. Il m'a dit que j'étais viré et qu'il s'en occuperait lui-même à partir de là. L'avocat de la défense a tenté de sauver les meubles pendant le contre-interrogatoire, suggérant que Morvan ne témoignait que pour se sauver lui-même, mais les dégâts étaient catastrophiques. Alexandre n'avait pas seulement fait une erreur. Il avait été explicitement averti par un professionnel et avait continué quand même par pur ego. Le procès a duré 3 jours au total. L'accusation a présenté 17 témoins, dont 3 agents de la DGSI, 2 officiers du renseignement militaire, et même le gardien de sécurité de mon immeuble, qui a témoigné sur les protocoles de ma résidence. La défense a appelé 4 témoins de moralité de Bayeux qui ont parlé du grand chef qu'Alexandre avait été, comment il avait réduit la criminalité et amélioré les relations avec la communauté. Rien de tout cela n'avait d'importance. Le jury a délibéré moins de 2 heures avant de revenir avec leur verdict. Le procès a duré 3 jours. Le jury a délibéré moins de 2 heures. J'étais au fond de la salle d'audience quand ils ont amené Alexandre pour le prononcer de la peine. Il avait perdu du poids, avait l'air pâle et brisé dans sa combinaison orange de détenu. Le juge a prononcé une peine de 12 ans de prison ferme. Minimum 5 avant l'éligibilité à la libération conditionnelle, interdiction permanente de posséder des armes à feu ou d'occuper une fonction publique. Suivi psychiatrique obligatoire. Maman n'était pas là. Elle ne pouvait pas supporter de voir son enfant prodige enchaîné. Le seul membre de la famille présent était grand-mère. Elle était assise le dos droit, le visage impassible. Alors qu'ils emmenaient Alexandre, elle a fermé les yeux et une seule larme a roulé sur sa joue. Ce n'était pas pour l'homme qui allait en prison. C'était pour le petit garçon qu'il avait été et pour la famille qu'il avait brisée. Mise à jour finale. 2 ans plus tard, la vie a continué. L'incident a nécessité un changement dans mon statut opérationnel. Ma couverture était grillée dans certains cercles, ce qui a conduit à une promotion à un rôle plus stratégique au ministère à Paris. Je n'étais plus sur le terrain. Je dirigeais ceux qui y étaient. Alexandre m'a écrit des lettres de prison. Les premières étaient remplies de rage et de reproches. Puis elles se sont transformées en appels à l'aide désespérés. Les dernières étaient des tentatives décousues d'introspection. J'ai lu la première, parcouru la deuxième et brûlé les autres sans les ouvrir. Il n'y avait plus rien à dire. Mon seul contact avec Bayeux se fait par grand-mère. Nous nous parlons toutes les quelques semaines. Elle ne mentionne jamais Alexandre ou maman. Nous parlons de son jardin, de livres, du temps qu'il fait. C'est notre accord tacite pour construire quelque chose de nouveau. J'ai aussi commencé à voir un conseiller sur la base. Suggestion de Delannoy. Au cours d'une séance, un souvenir a refait surface. J'avais environ 10 ans, je travaillais sur un modèle réduit d'avion avec papa. Quand j'ai fini, il l'a brandi et a dit, « Tu vois, Camille, tu as un esprit de stratège. Tu vois la situation dans son ensemble. C'est une force différente. » Alexandre était dans l'embrasure de la porte, fraîchement rentré de l'entraînement de football, tenant un trophée. Il avait entendu ce que papa avait dit. J'ai vu l'expression sur son visage, l'éclair de blessure, d'être négligé. C'est là que j'ai compris. Alexandre avait été le héros, le fort, le protecteur. Mais papa avait loué mon esprit. Alexandre ne pouvait pas le supporter. Il a passé le reste de sa vie à essayer de prouver que ma force était un mensonge. Il n'avait pas seulement été jaloux de ma carrière. Il avait été jaloux d'une seule phrase prononcée il y a 30 ans dans un garage. Il s'était construit une prison de ressentiment bien avant que l'État ne lui en construise une physique. Assis dans ce bureau, je n'ai pas ressenti de colère envers mon frère. Pour la première fois, j'ai juste ressenti une profonde pitié. Aux dernières nouvelles, il lui reste environ 9 ans et 4 mois de sa peine dans un centre pénitentiaire dans l'est de la France. Maman ne me parle toujours pas, et honnêtement, ça me va. Le silence est préférable aux culpabilisations. Oncle Robert a en fait publié une tribune dans le courrier de Bayeux me reniant publiquement et défendant Alexandre, ce qui était hilarant étant donné qu'il n'a aucune pertinence dans ma vie et que personne en dehors d'un rayon de 80 km n'a jamais entendu parler de lui. Maya m'a contacté environ 6 mois après le procès pour s'excuser de ne pas avoir parlé ce soir-là. Et maintenant, nous prenons un café quand je suis dans la région 1 ou 2 fois par an. C'est quelqu'un de bien. Elle avait juste peur d'aller à contre-courant de la famille.